18h21, l'interview politique sur Europe 1 avec nous quelques heures seulement après l'attaque massive de l'Iran sur Israël, l'ambassadrice d'Israël en France. Bonsoir Alona Fischer-Kam. Bonsoir. Merci d'avoir choisi Europe 1 ce soir. À l'instant, on apprend qu'une frappe israélienne a visé un bâtiment du Hezbollah dans l'est du Liban, dans la plaine de la Beka. C'est quelques heures seulement après l'attaque de l'Iran. Qu'est-ce qui se passe? Le conflit continue? C'est une riposte à la riposte de la riposte? C'est le conflit qui continue. Le conflit n'a pas commencé avec l'attaque de l'Iran contre Israël hier. Malheureusement, c'est un conflit qui dure depuis des décennies. Et que le Hezbollah joue un rôle très très négatif, étant un proxy de l'Iran et qui représente les intérêts de l'Iran sur les frontières avec Israël. Mais quel est le but pour Israël? C'est l'éradication du Hezbollah, parce qu'il y a déjà un but de Benjamin Netanyahou, c'est d'éradiquer totalement le Hamas. Est-ce qu'il y a aussi un but d'éradiquer totalement le Hezbollah? Non, pas du tout. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait différent. Et expliquez-nous. Depuis le 7 octobre, nous avons eu des fractions au nord entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Au début, c'était contre l'armée. Maintenant, les attaques sont devenues de plus en plus contre des civils. Et il y a plus de 100 000 civils israéliens du nord d'Israël qui ont été déplacés depuis le 7 octobre et qui ne peuvent pas retourner chez eux parce que le Hezbollah est là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Sur la frontière avec Israël. Or, dans les résolutions, suite à la résolution des Nations Unies et concernant Hezbollah, le Hezbollah aurait dû reculer, être au nord de la rivière de Litanie. Malheureusement, cette résolution n'a jamais été appliquée par le Hezbollah, et avec le temps, Hezbollah est revenu et se trouve aussi sur les frontières avec Israël. Maintenant, cela veut dire qu'il y a des maisons qui se trouvent juste sur la frontière et qui voient de leurs fenêtres des gens de Hezbollah. Donc jusqu'au 7 octobre, c'était dans la conscience, mais bon, peut-être les gens ne se sentaient pas tellement menacés. Mais après le 7 octobre, étant donné la vulnérabilité de la société, étant donné la vulnérabilité de la population qui vit sur les frontières, tout a changé. Donc maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est changer cette réalité. Cela ne veut pas dire éradiquer le Hezbollah. Ça ne veut pas même dire avoir une escalade ou un conflit militaire, parce qu'il y a une plateforme diplomatique. Il y a une résolution des Nations Unies qu'il faut tout d'abord appliquer. Donc on va tout essayer, que ce soit à travers des négociations diplomatiques. Or, nous laissons la porte ouverte et nous sommes prêts à tout scénario. On a vu que le cabinet de guerre israélien a pris place dans l'après-midi. La difficulté, c'est de riposter sans régionaliser le conflit. Vous avez parlé d'intérêt diplomatique à l'instant. Et puis, on a parlé avec Qatar Abou Diab et aussi Frédéric Ancel, à l'instant dans le journal, du fait qu'il n'y aura sûrement pas de régionalisation parce que l'Iran n'a pas intérêt à faire ça. Est-ce que c'est votre opinion également? Vous savez, pendant des années, il y avait un concept en Israël que le Hamas n'a pas l'intérêt d'embraser la région. Or, nous avons vu ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, compter sur la bonne volonté de l'Iran, je serais c'est très méfiant. Je le ferai pas. Vous êtes très négatif, très pessimiste là-dessus. Je le ferai pas. Donc, il faut laisser la porte ouverte. Et côté l'Iran, ce qui est dangereux avec l'Iran, qu'il y a ici une combinaison un mélange de capacités et de volontés. Et ils l'ont dit à maintes reprises, leur idée est de détruire l'État d'Israël. Ils n'appellent pas Israël par son nom, ils l'appellent l'entité sioniste, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'existence d'Israël en tant qu'un État juif au Moyen-Orient. Donc tout d'abord, ce n'est même pas la stratégie de l'Iran, la destruction d'Israël, c'est la raison d'être. Je parle du régime, je ne parle pas de l'État, du régime. C'est vraiment détruire l'État d'Israël. Donc, ça, c'est le côté de volonté, disons. Et puis, il y a le côté, bien sûr, des capacités de l'Iran. Et ça, ce qu'on a vu hier, c'est un petit goût. C'est ce qu'on a dit à l'instant dans le journal, c'est-à-dire qu'ils ont aussi l'arme nucléaire. Ils ont une capacité de nuisance qui est très, très importante. Et cela dit, il y a beaucoup de mesures qu'on peut prendre. On peut réimposer des sanctions, par exemple.
Et on peut essayer de traiter un sujet qui n'a pas été traité jusqu'à maintenant, et je parle de la communauté internationale, c'est la question des missiles. C'est-à-dire ? Parce qu'on a parlé des sanctions sur la bombe atomique, sur la bombe nucléaire, des capacités nucléaires, mais on n'a jamais parlé des sanctions sur toute l'industrie, la production des missiles venant de l'Iran. Donc là aussi, c'est un danger. Ce sont des missiles aussi utilisés par la Russie contre l'Ukraine. Donc on voit ici une sorte de capacité de nuisance qui est très très importante. Donc vous souhaitez, au nom d'Israël, des sanctions contre l'Iran, que ce soit sur son programme du nucléaire ou d'autres sanctions absolument. Que vous énumérez. Mais est-ce que ça empêche une riposte sur le terrain d'Israël, puisque, encore une fois, le cabinet de guerre est réuni en ce moment autour de Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent ? Est-ce qu'il va y avoir une riposte ? Parce que de la même façon qu'il y a eu l'attaque d'Iran, on l'a compris, pour la légitimité du guide suprême, est-ce qu'il faut aussi avoir une riposte israélienne pour asseoir la légitimité israélienne ? Bon, vous avez vu que jusqu'à maintenant, les dirigeants politiques et militaires d'Israël n'ont rien dit sur cette question de riposte, de possible riposte. Oui, on a dit que l'Iran va payer le prix. Oui, on a dit que celui qui fait mal, qui fera mal à Israël, Israël lui fera mal. Vous n'avez d'ailleurs pas revendiqué l'attaque de Damas du 1er avril. Oui, effectivement. Ni confirmé, ni éradiqué. Ça a été attribué à Israël, mais Israël ne l'a jamais revendiqué. Pourquoi ? Ça, c'est toujours la politique israélienne, une politique d'ambigu, mais si, j'aimerais bien faire une toute petite précision. Vous assumez l'ambiguïté d'Israël là-dessus ? Ah oui, absolument. Très bien. Vous vouliez faire une précision, pardon. Et oui, toute une petite précision, parce qu'on dit souvent, et je crois qu'ici sur le plateau aussi, on a dit que c'est une attaque attribuée à Israël contre le consulat. C'était pas une attaque contre le consulat, c'était une attaque contre des dirigeants militaires du Hezbollah, de terroristes, surtout des commandants de la force Quds au Liban et la Syrie, qui se sont réunis dans un bâtiment qui n'est pas le bâtiment du consulat, c'est le bâtiment tout près du consulat. Donc vous voulez dire que le consulat est un dommage collatéral ? Tout d'abord. Et il y a eu 16 morts quand même. Oui, mais c'était des terroristes qui étaient réunis dans la salle à côté du consulat, et il n'y avait pas de morts. Et côté consulat, et le cible, ça c'est le plus important, le cible n'était pas le consulat, le cible était les gens, les terroristes. La précision est faite. Aujourd'hui, qu'est-ce que va faire Israël dans les jours, dans les heures qui viennent ? Bon, Israël va faire son calcul. On verra quand et comment Israël va réagir. Je crois que c'est très clair pour tout le monde. Et qu'une attaque pareille de 300 drones et missiles balistiques, missiles de croisière, doit avoir une sorte de riposte. On ne peut pas rester sans réaction et sans réagir. Mais il y a un autre élément qui est important. Je crois que ce qu'on avait vu depuis hier, c'est vraiment une coalition forte qui soutient Israël. Et là aussi, c'est une chose que nous devrons prendre en compte, bien sûr, qu'il y a ici une alliance importante. Avec les Américains ? Avec les Américains, mais pas seulement avec les Américains, avec d'autres pays aussi, y compris la France, y compris quelques pays de la région, qui ont bien compris, ils l'ont compris avant, il ne fallait pas attendre hier pour le comprendre, que l'Iran, c'est une menace, pas seulement contre Israël. Toute l'idée des accords d'Abraham. C'est une menace pour la région ou c'est une menace pour le monde ? Je dirais même pour le monde. De quelle façon ? Tout d'abord, une vraie menace régionale, c'est aussi une menace pour le monde. Mais il faut bien comprendre l'idéologie de l'Iran, la nécessité d'exporter leur idéologie dans le monde entier, à commencer par des pays voisins, que ce soit des pays des Golfe ou que ce soit Israël. La destruction d'Israël, c'est une étape pour dominer ce monde avec leur idéologie. Une bombe atomique nucléaire, capacité nucléaire, aux mains de l'Iran, avec des missiles à longue distance, ce qu'on avait vu, beaucoup plus que 2000 kilomètres, ils peuvent arriver aux capitales européennes.
Je crois que c'est quelque chose de très dangereux et c'est quelque chose que le monde ne peut pas tolérer. Comment est-ce que vous percevez le Qatar? On parle beaucoup des proxys de l'Iran, on parle du Hezbollah, on parle de différents... Le Qatar qui finance aussi. Comment est-ce que dans cette histoire, j'en parlais avec Qatar Abu Diab à l'instant, est-ce qu'il n'a pas un rôle ambigu? Oui, je crois que c'est le mot, c'est le rôle ambigu et, du Qatar. Quelle est la position d'Israël vis-à-vis du Qatar? Cela dit, Qatar est maintenant très involucré et joue un rôle important dans les négociations entre Israël et le Hamas pour la libération des otages. Donc on marche sur des œufs avec eux. Toujours. Mais ça, c'est le Moyen-Orient. C'est toujours le Moyen-Orient. Donc, oui, donc le Qatar joue un rôle important sur cette question-là, qui est vraiment une question importante pour Israël. C'est l'un des objectifs de cette guerre que nous menons aujourd'hui à Gaza. C'est la libération de 133 otages, dont 3 Français. Merci beaucoup, Alona Fischer-Kam, d'avoir été avec nous sur Europe 1.